Bonjour à toutes et à tous, salut Aibike. Salut Arthur. Et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Gambard. On s'intéresse aujourd'hui à la lecture au collège avec notre invité Bénédicte Choquy-Milsan. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Radio Gambard. Bonjour Madame Choquy-Milsan, bienvenue à Fribourg, dans notre collège de Gambard. Et nous espérons que votre voyage s'est bien déroulé. Comment allez-vous ? Je vais très bien et je suis très heureuse d'être ici. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Nous sommes heureux de vous accueillir d'être ici. Et puis, alors, quand nous avons su que vous alliez venir et que nous allions vous accueillir, nous avons essayé de chercher quelques informations à votre sujet. Nous avons trouvé que vous étiez écrivaine, chercheuse et professeure. Est-ce que vous avez des compléments à apporter ? Alors en fait, je ne suis pas écrivain. J'aimerais bien, mais je ne suis D'accord. pas écrivain. Je suis professeure de français. Donc j'enseigne au lycée depuis environ 25 ans. Et j'ai commencé des recherches en didactique de la littérature en 2007. Et donc je suis également chercheuse. Voilà. D'accord. Intéressant, merci. Vous avez donné comme titre à votre essai « La lecture, ça ne sert à rien ». Quelles ont été les réactions autour de vous, sûrement de votre collègue, de vos supérieurs ? Alors les réactions de mes collègues, de mes supérieurs, je ne les ai pas forcément eues. Par contre, j'ai eu des réactions de mes proches qui m'ont dit que le titre n'était pas du tout vendeur. Néanmoins, je peux l'élucider si vous le souhaitez. Ah, volontiers. Avec plaisir. Alors, la lecture, ça ne sert à rien, c'est malheureusement une phrase que j'entends souvent de la part de mes élèves. Et souvent de mes élèves, en entendant cette phrase, souvent j'ai l'impression qu'ils veulent me dire qu'ils aimeraient bien que je leur donne le goût de la lecture. Et voilà, je crois qu'en France, parfois, nous ne parvenons pas toujours à l'école à donner le goût de la lecture. Et c'est, voilà, j'ai repris cette phrase qui, à mon avis, est un petit peu provocatrice, mais que j'entends souvent. Et puis aussi, parfois, on a l'impression que la lecture, elle devrait être avant tout utilitaire. C'est-à-dire qu'on lirait pour avoir de bonnes notes, pour développer des compétences, pour briller en société, pour apprendre du vocabulaire. Et je crois qu'en fait, la lecture, elle est infiniment plus précieuse que ça. Elle n'a pas d'utilité pratique immédiate. Elle est infiniment supérieure à une quelconque utilité pratique immédiate. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre un peu provocateur. Voilà. Et par quoi est procuré le plaisir de lire ? Est-ce que c'est le sujet ? Est-ce que c'est le contexte ou l'habitude ou autre chose, selon vous ? Je crois qu'il faudrait que chaque lecteur puisse s'exprimer sur la question, puisque nous avons tous des plaisirs, des plaisirs différents quand nous lisons. Est-ce que peut-être vous pourriez témoigner de vos plaisirs à lire ? Qu'aimez-vous dans la lecture ? Personnellement, moi j'adore l'imaginaire qui vient avec la lecture. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui est audiovisuel, on est un peu cadré, tandis qu'avec la lecture, on est beaucoup plus libre. Enfin, la lecture, c'est symbole de liberté pour moi. Oui. Et puis même à l'école, alors qu'on a des lectures imposées, je trouve qu'on a quand même cet espace personnel et puis on s'approprie l'œuvre, justement, ça j'aime bien. Oui. Ouais, moi aussi, c'est assez proche de ce qu'Aibike a dit, c'est aussi l'évasion, un sentiment de voyager alors qu'on est vraiment assis et c'est vraiment très enrichissant. Oui, une porte ouverte sur l'imaginaire et puis un espace de liberté infinie, je vous rejoins tout à fait. Je crois que c'est vraiment cette liberté, cet espace de liberté aussi que, en tant qu'enseignants, nous essayons de transmettre, de protéger. Et c'est vrai que quand nos élèves témoignent de ce goût pour la lecture qu'on parvient parfois à leur apporter, c'est ce qui revient aussi dans leurs propos. Et puis justement, dans votre essai, vous avez parlé qu'en lisant, on emmagasine des choses et qu'on devient créateur. Qu'est-ce que veut dire le mot créateur pour vous ? Alors, je me suis inspirée j'aime beaucoup Balzac, c'est mon écrivain préféré. Et puis, dans un ouvrage, Balzac écrit « Lire, c'est créer, peut-être à deux ». Et je crois qu'il avait tout compris de ce que c'était que la lecture, puisque quand nous lisons, nous souvent, nous recréons l'histoire à notre manière, nous attribuons un visage au personnage. Nous contredisons parfois l'auteur, puisque nous interprétons l'œuvre d'une manière à laquelle il n'avait pas du tout pensé. Et nous sommes donc très créatifs. Alors le groupe de chercheurs auquel j'appartiens, le groupe sur le sujet lecteur, aussi s'est intéressé à toute cette créativité du lecteur, des images, parfois des sons dans notre tête, tout un film qu'on déroule dans notre tête. Et puis parfois ça nous amène à écrire, à réécrire l'histoire. Et c'est vers ces lectures créatives que j'essaye d'amener mes élèves. Oui, Comme Françoise, qui est ici d'ailleurs, que je remercie beaucoup de m'avoir invitée.
Et puis vous avez justement parlé de la réaction des élèves face à la lecture à l'école. Oui. Et nous avons interrogé les élèves dans les couloirs de notre collège au sujet. Donc ils ont réagi au titre de votre essai et ils ont également dit ce qu'ils pensaient de la littérature. Donc écoutons ça ensemble. Merci beaucoup. Je pense que la lecture au collège, ça nous ouvre sur le monde littéraire, mais après, des fois, il y a trop de livres et on lit pas et ça nous embête. Alors moi, je trouve que c'est bien parce que sinon, je lirais aucun livre. À la maison, j'aime bien lire, mais à l'école, j'aime pas trop parce qu'il y a des livres qui m'intéressent pas forcément et je trouve que ça nous force un peu et on n'a aucun plaisir. Mais je pense que si on lit pas, c'est parce qu'on a beaucoup de choses à côté. Moi, je pense aussi que c'est bien pour la culture et pour apprendre à voir les choses d'une autre façon, mais que de faire avec parfois des questionnaires à l'école, c'est un peu lourd et je trouve que ça gâche un peu la lecture. Moi, je pense que finalement, ça coûte trop cher en matière de temps et puis je pense qu'on pourrait aller plus vite autrement, même si la lecture... certains aspects de la lecture ne peuvent être que lus, en fait, ne peuvent pas être appris autrement qu'en étant lus. Je pense que c'est bien, mais il faut juste limiter à 2-3 par année. Je pense que l'envie de lire, ça doit venir de soi-même, pas d'un prof. Mais je dirais que dire la lecture ne sert à rien, c'est un peu une aberrance, en fait, parce que ça nous cultive. Et certains livres me servent énormément, après d'autres un petit peu moins, mais ça, c'est des avis personnels, donc on pourrait pas supprimer la lecture. Il faut juste que chacun s'adapte, et il y a des livres qui plaisent à des autres et des livres qui plaisent moins à d'autres personnes. Moi, je trouve que c'est bien, ça permet une ouverture d'esprit un peu plus grande que ce qu'on pense tous les jours. Moi, je lis pas vraiment beaucoup en dehors de l'école, mais je trouve que ouais, c'est utile, puis ça permet un élargissement des cultures. Ouais. Je pense que lire à l'école, c'est quand même important, parce que je le fais pas en dehors, je préfère regarder des séries ou je sais pas. Quand on lit, en fait, lire, on devrait lire plutôt par plaisir que les choses qui nous sont imposées. Votre réaction? Alors d'abord, je voudrais dire à l'un des participants qu'évidemment, il ne faut pas prendre le titre quand même au pied de la lettre. Si, bien sûr, la lecture, ça sert énormément, mais peut-être à long terme, de manière profonde, souterraine. Voilà, ça ne sert pas tout de suite quand on sort de son livre, encore que parfois ça peut arriver. Et sinon, je crois que les propos que vous avez recueillis sont très intéressants parce qu'ils témoignent du travail d'équilibriste auquel nous nous livrons. C'est-à-dire que, bien sûr, nous devons forcer nos élèves à lire, à découvrir certaines œuvres que sans l'école, ils ne découvriraient jamais. Chez nous, ils vont quitter le lycée si nous ne leur parlons pas de Baudelaire, de Balzac, de Flaubert, de Chrétien de Troyes. Peut-être n'en entendront-ils jamais plus parler. Et donc, évidemment, mais je crois qu'on peut aussi ménager à l'école une lecture qui serait tournée vers le plaisir, le divertissement, la quête de ses goûts aussi. Parce que les élèves doivent apprendre aussi à trouver quels sont leurs goûts. Et trouver les livres aussi qui peut-être leur répondent particulièrement à leurs questions. Voilà. Et puis pensez-vous qu'il est possible de trop lire, comme certains élèves l'ont dit? Trop lire, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on n'en a jamais assez. On est des boulimiques de lecture. Exactement. Ouais. Et puis il y a tellement de types de livres que... Oui. Je pense qu'on ne découvre jamais assez. Il n'y a pas assez dans une vie. Exactement. Et Pierre Bayard a une très belle expression. Il parle de notre bibliothèque intérieure, avec tous les livres qui nous habitent, qui nous ont façonnés. Et donc, dans un très bel essai qui s'appelle « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ». Alors évidemment, c'est encore un titre provocateur, mais... Et en fait, il explique que dans notre bibliothèque intérieure, il y a également des livres qu'on a simplement feuilletés. Peut-être on n'a jamais eu le temps de les lire, on a simplement lu le début. Peut-être on s'est arrêté en cours de route et néanmoins, ce sont des livres importants pour nous. Peut-être juste le titre nous a-t-il marqué. Et ça, je trouve que c'est une belle idée parce que, évidemment, on ne peut pas tout lire. Mais néanmoins, on aimerait bien tout découvrir. C'est vrai. Et est-ce que vous qui êtes prof, est-ce que c'est une tâche impossible de faire aimer lire à tout le monde dans une classe, à tous les élèves? Alors nous en parlions tout à l'heure avec Françoise et nous allons en reparler cet après-midi. C'est un défi, c'est une mission que nous nous donnons. Je crois que parfois nous semons peut-être des petites graines dans la tête des élèves et que nous ne savons pas forcément ce que ça va devenir. Parfois, je suis très étonnée quand je croise des élèves quelques années après les avoir eus comme élèves et ils me disent qu'ils se souviennent d'un livre, par exemple de La jeune fille à la perle qu'ils ont lu en seconde ou bien de L'amande, Marguerite Duras. Et sur le moment, ils m'ont pas du tout forcément témoigné du bouleversement que ça a été pour eux. Et je crois que voilà, on fait tout ce que nous faisons tout ce que nous pouvons.
Et puis en espérant évidemment que notre travail porte ses fruits. Mais c'est un beau défi et c'est un beau combat que nous sommes heureux de mener. Et voilà, je suis vraiment très heureuse cet après-midi de partager mes expériences avec les professeurs du collège de Gambard, parce que je pense qu'aussi nous devons absolument tenir bon. Voilà. Oui. Nous devons tenir bon absolument pour la suite et dans un contexte politique qui nous amène aussi à aller dans ce sens. Surtout s'ouvrir vers les autres. Oui, c'est ça. Nous avons un petit extrait à vous montrer et vous nous direz ce que vous en pensez après. Montrer alors. Pourquoi on a une moitié de lune comme ça? Mais le soleil il est là-bas, mais la lune elle est là-bas, je comprends pas. Attends. Ah ouais. Donc en fait on est dehors avec Micha et à un moment je regarde la lune et je me dis quand il va faire nuit en France aussi, est-ce qu'il voit la même lune que nous ou pas? Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Moi je pensais qu'il y en avait moins de deux, parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais nous elle est là. Non mais sérieusement, si nous on a la lune là, comment en France ils l'ont aussi? C'est juste que c'est décalé, c'est tout. Il y a le jour avant et la nuit après, c'est tout. Mais on a toujours la même lune, quoi. On est à 11 heures d'avion, mais on a la même lune. D'où t'as déjà vu qu'il y avait deux lunes qui... Mais si la lune elle est là, comment tu veux qu'elle soit aussi en France? Genre dans 3 heures la lune elle est en France. Bah oui, puisque mais dans 3 heures on l'aura aussi nous. Bah oui. Ah bah voilà. Et c'est normal qu'on la voit, ma cocotte. Donc il y en a une en Amérique et une en Europe. Bah moi je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible. Ah ok, d'accord. Est-ce que vous avez reconnu l'extrait Bénédiction Non, 2100? je vous avoue, j'ai pas reconnu. Il faut que vous m'éclairiez. Alors c'est une candidate d'une télé-réalité française qui s'appelle Les Marseillais à Rio. Et cette candidate a eu son bac et elle aurait donc pu être votre élève. Est-ce que vous pensez que l'école et aussi la littérature, elle échoue chez certaines personnes? Ben oui, bien sûr, elle échoue. Pour des raisons qui parfois sont totalement indépendantes de notre volonté, nos efforts. Voilà, elle échoue, mais bon, elle réussit aussi. Elle réussit aussi. Pour de nombreux élèves quand même. Elle reste... C'est vrai, vous avez raison. Et puis, cette télé-réalité est très populaire chez les jeunes de nos jours. Et puis, on a remarqué que les films, les séries, les vidéos sur Internet ou les télé-réalités, justement, prennent une place beaucoup plus importante dans nos vies. Et certaines personnes sont bercées par ces audiovisuels, en fait, ces plateformes. Puis comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour récupérer ces personnes, pour les rattacher de nouveau à la littérature? Alors, j'ai la conviction qu'il suffit d'une lecture réussie pour inverser les choses. Ça, je l'ai souvent constaté dans ma pratique d'enseignante. Il suffit de proposer un jour à un élève un peu récalcitrant, un peu réticent, une lecture qui va savoir lui parler. Alors, on a quand même de très très nombreux titres contemporains qui peuvent toucher nos élèves. Et ce que j'ai constaté, c'est une fois, et tout peut s'ouvrir. Et donc, c'est dans ce sens-là, à mon avis, qu'on peut travailler. Et puis, on peut faire sentir aussi à des élèves qui sont complètement accros à l'écran que peut-être ils sont un petit peu menacés d'être vides. Et finalement que la littérature aussi peut les remplir, peut les enrichir, peut leur apporter des quantités de ressources. Alors c'est un travail très long, il faut de la patience, mais on obtient quand même des résultats. Et ça, je l'ai constaté quand j'ai demandé à mes élèves d'écrire leur autobiographie de lecteur. Donc quand je les accueille, ils sont en seconde et ils me racontent tout ce qui s'est passé pendant les années précédentes. Et très souvent au collège, il y a eu un titre marquant qui a bouleversé leur vision de la lecture, peut-être leur vision du monde. Alors parfois c'est Noé et moi de Delphine de Vigan, parfois c'est Mon bel oranger, donc ça c'est souvent quand ils sont très jeunes. Et puis c'est un titre qui leur a laissé des émotions immenses qu'ils ont envie de retrouver. Alors évidemment, si au début du lycée on ne leur propose que des lectures arides, bon, c'est pas forcément gagné, mais peut-être qu'en alternant les lectures difficiles, patrimoniales et des lectures plus accessibles, on parvient à créer chez eux ce goût et puis à leur donner envie de poursuivre, de persévérer. Oui, et puis les scientifiques parlent aussi du fait que la mémoire fonctionne avec les sentiments, avec les émotions. Oui. Et puis justement, je me demandais, est-ce que choisir des lectures, je dirais, vous avez parlé des lectures qui marquent les élèves, est-ce que des fois vous avez peur de trop marquer les élèves? Non. D'accord. Non, j'ai pas peur de trop les marquer par la littérature. Non, je pense pas.
Je suis vraiment extrêmement heureuse quand ils me disent qu'ils ont été marqués par un livre. Voilà, peut-être que le livre n'est pas très orthodoxe, peut-être que... Bon, mais je me dis que c'est toujours ça de gagner. Oui. Une lecture qui les a ébranlés, qui les a sortis peut-être de certains préjugés, qui a créé de très fortes émotions. Pour moi, c'est gagné. C'est quelque chose de gagné. Oui. Voilà. Merci. Pierre Ménard énumère dans son livre 20 bonnes raisons d'arrêter de lire. Donc c'est bien sûr un titre ironique. J'espère. La lecture, selon lui, rendrait snob, pédant, moche, feignant et compare avec humour la lecture au tabac ou à l'alcool. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, il compare la lecture au tabac et à l'alcool. Je pense que la lecture est beaucoup moins nocive. Je réponds que tant mieux s'il y a une addiction à la lecture. Voilà, je ne sais pas trop quoi répondre d'autre. Une addiction positive. Une addiction positive, oui. Oui. Mais on en a dans nos classes, hein, et vous en avez autour de vous. Vous en êtes certainement des addicts à la lecture, et tant mieux, luttons, continuons. Exactement. Continuons le combat. Continuons le combat. J'ai vu une photo prise dans une librairie aux États-Unis, et c'était en l'honneur de la Journée des femmes. Et en fait, ce qu'ils ont fait, donc nous allons vous montrer la photo. Et en fait, comme vous pouvez le voir, ils ont retourné tous les livres écrits par des hommes. Donc tout ce qui est en blanc a été écrit par des hommes. Et tout ce qui reste en couleur a été écrit par des femmes écrivaines. Et en fait, vu le nombre conséquent d'étudiantes en faculté des lettres, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce paradoxe d'écrivaines, du nombre pauvre d'écrivaines face au nombre d'écrivains, en fait? Est-ce que vous pensez que c'est lié ou je ne sais pas? Alors, j'ai pas de réponse, en fait. Nous, personnellement, on a l'impression que c'est une tendance qui commence à changer, mais... Oui, je pense que ça change aussi. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est lent à changer? Je pense que là encore, il faut être patient. Je crois qu'il y a des talents de tous les côtés. Et je suis plutôt confiante, je suis plutôt optimiste sur ce point-là. Soyons-le tous alors. Donc lire, c'est pas quelque chose pour les filles seulement? Non. Dans quelques semaines, on va passer notre bac. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour l'oral ou l'écrit, puisque vous êtes prof de français? Je vous conseille de... Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu comment vont se dérouler vos épreuves? Parce que c'est pas forcément comme... Oui, on a des épreuves orales et écrites. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc vous avez un exercice à l'écrit, on vous demande... Ouais, on a une dissertation ou un commentaire composé. Comme chez nous. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un écrit d'invention? D'invention. Oui. Parce que les bacheliers français ont aussi la possibilité de choisir un écrit d'invention à partir d'un corpus de textes littéraires. Donc ça, vous savez pas? Non. Alors dans les autres langues, on a cette possibilité. Par exemple, dans l'option spécifique espagnole, oui. On a aussi cette possibilité. Alors en français, on a ce que Arthur vous a dit, et on a aussi un oral où on doit en fait analyser un extrait. Et oui. Puis, alors comme les exactement. écoliers français. Voilà. Alors, je vous conseille de respecter les consignes qui vous sont données pour réussir brillamment votre examen. Parce que voilà, on évalue aussi des compétences d'analyse, des compétences de lecture, d'écriture. Néanmoins, je vous conseille également, notamment au moment de l'oral, d'être vous-même, de montrer combien vous pouvez être habité par les livres que vous présentez, dont vous parlez, combien c'est important pour vous, parce que je peux vous dire qu'en tant qu'examinatrice au baccalauréat français, c'est ce qu'on apprécie, c'est des lecteurs qui s'engagent, qui montrent qu'ils se sont appropriés les œuvres, qu'ils y ont mis d'eux-mêmes. Et c'est très important puisque les examinateurs sont aussi des lecteurs. Voilà, et ils sont très très heureux quand ils ont des candidats engagés, impliqués dans leur lecture. Donc c'est le conseil que je me permets de vous donner, mais je me fais aucun souci pour vous. Gentil, de dire ce qu'on pense. Non, il faut pas du tout avoir peur de dire ce qu'on pense. Parfois, effectivement, les candidats se disent si je dis pas ce que pense le professeur, je vais avoir une mauvaise note. Mais ce qu'on va tester chez vous, c'est votre capacité à argumenter, à défendre vos idées. Et justement, est-ce que vous pensez qu'on laisse une place assez grande à l'interprétation quand on étudie les livres en classe? Je pense qu'il est normal que le professeur propose à ses étudiants une interprétation, mais qu'il recueille les diverses propositions des élèves et qu'on discute ensemble. Voilà, qu'on écoute toutes les virtualités du texte littéraire.
Alors il y a peut-être une explication, une interprétation canonique, mais elle va certainement s'enrichir d'autres interprétations que les lecteurs aussi, au fil des siècles, ont apporté, et des interprétations qui se sont sédimentées, qui n'ont peut-être pas, auxquelles peut-être d'ailleurs l'écrivain n'a pas forcément pensé, et qui sont là néanmoins, dont on est heureux de pouvoir parler. Donc je crois que tout est dans le dialogue aussi. Même s'il faut aussi respecter les droits du texte et les droits de l'auteur, parce qu'on ne peut pas non plus... on ne peut pas... Voilà, on doit essayer d'écouter les droits du texte, les droits du lecteur et les droits de l'auteur, et de dialoguer. Évoluer. Voilà. D'accord. J'espère que tous les élèves de Gambard vont bien écouter vos conseils, très précieux. Je les salue, amicalement, littérairement. Bénédicte Choquy-Milsan, merci beaucoup d'être venue jusque dans une petite ville de Suisse. Je suis ravie. Très beau pays. Vous serez toujours la bienvenue. Merci. Vous serez toujours la bienvenue au sein du collège de Gambard. Merci beaucoup. Vous êtes un très très bon retour chez vous. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil et je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Radio Gambard.